Bienvenue sur Radio Corse Internationale et c'est l'été Paès et nous sommes le 24 décembre. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste. Vous avez un beau pull quand même. Hein. C'est le pull de Noël, tradition J'ai oublié le mien. Eh oui. Pas dans la tradition. Je dois avouer, je l'ai lavé, il a retréci et je rentre plus dedans. Voilà, 24 décembre, donc on va se retrouver comme d'habitude avec nos chroniques. Et puis c'est en gros la dernière de l'année, Philippe. On aura même le Père Noël, je crois, en invité. Ouais, mais je ne sais pas si le traîneau va pouvoir atterrir sur le toit. On va voir. On va voir. J'espère qu'il ne va pas nous arracher les antennes. Nous, on a été sages. Hein. Bon, faites attention à nos antennes de diffusion, pas nous les arracher en passant. Allez, on se retrouve juste après le générique donc, pour votre matinale de ce 24 décembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Et on va débuter notre matinale avec Philippe Jam, donc pour la météo, pour ce 24 décembre, et le 25 aussi, vous nous faites aussi, tant qu'à faire. Hein. Je ferai le 25 aussi, ouais, oui, tant qu'à faire. Aussi, hein. C'est bien pour les enfants, pour savoir s'ils peuvent sortir avec leur trottinette, avec leur vélo. On aura Noël au balcon. Voilà, donc, et puis les infos qui vont suivre avec. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui avec toutefois un bon petit vent de nord-est le long de la côte orientale. Les maximales se situeront en mi-journée entre 10 et 13 degrés près du littoral, de 1 à 9 degrés dans l'intérieur de l'île selon l'altitude. Et puis donc Auguste, pour cette journée de mercredi 25, jour de Noël, Noël se passera au balcon ou presque puisque le soleil sera bien présent. Mais attention, petit bémol, le grégal qui soufflera assez fort sur tout le nord de l'île avec quelques rafales à 75 km/h. Les maximales se situeront en mi-journée entre 10 et 13 degrés. Cinq personnes ont été blessées, dont 2 grièvement cette nuit vers 23h30 lors d'une fusillade dans un bar du centre-ville d'Ajaccio, le Lamparo. 2 des blessés ont été transportés au centre hospitalier dans un état d'urgence absolue. Le pronostic vital d'un homme d'une trentaine d'années est même engagé. On ne connaît pas pour l'heure les circonstances des faits, mais on se souvient que le 16 novembre dernier, le gérant de l'établissement avait été blessé par balle à proximité de son bar. Le parquet avait alors ouvert une enquête pour tentative d'homicide, mais pour l'heure, aucun lien n'a pu être établi entre ces 2 fusillades. Une vingtaine d'agriculteurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs a occupé ce lundi la direction départementale des territoires de la mer à Bastia. Par ce mouvement d'humeur, les agriculteurs entendaient dénoncer la lenteur du traitement des dossiers d'aide à la PAC et réclamer le déblocage de fonds. Une réunion entre la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises a eu lieu avec les responsables des agriculteurs et a pu débloquer la situation en début d'après-midi. En partie satisfaits, les manifestants ont alors évacué les lieux. Laurent Marcangeli a été nommé par François Bayrou ministre de la fonction publique, de l'action publique et de la simplification. Le député de la première circonscription de la Corse du Sud avait déjà été pressenti d'ailleurs par Michel Barnier pour son précédent gouvernement. Son suppléant à l'Assemblée nationale, Xavier Lacombe, conseiller territorial et maire de Péry, lui succède donc au Palais Bourbon. Autre Corse au gouvernement, Marc Ferracci, qui hérite du portefeuille de ministre délégué chargé de l'énergie. Il était d'ailleurs déjà ministre sous Michel Barnier, ministre chargé de l'industrie. Marc Ferracci est le fils de Pierre Ferracci, originaire de Soirton en Corse du Sud, et petit-fils d'Albert Ferracci, figure de la résistance et responsable du Parti communiste en Corse. Une délégation de la Ligue des droits de l'homme section Corse a été reçue hier par le préfet de région. André Pacou et Elsa Renaud ont notamment évoqué avec le préfet Jérôme Filippini l'avenir institutionnel de l'île et les défis posés par la montée de l'extrême droite. Enfin en football, la rencontre des 16e de finale de la Coupe de France entre le Sporting Club de Bastia et l'OGC Nice, initialement prévu le mercredi 15 janvier à Fouriane, a finalement été avancé au mardi 14 janvier à 20h45. Voilà, merci pour les infos, Philippe. Bon, on va retrouver
Les courses hippiques, les dadas. Ils courent Les aussi aujourd'hui, dadas, les dadas. les dadas, c'est tous les jours, Ça 24 heures sur 24, 365 sur 365 jours. Et juste après, on aura aussi l'horoscope. Hein. L'horoscope, tout Voilà, avec c'est Paxi. les chroniqueurs et chroniqueuses les plus jeunes de la station. Hein. Rémi et Paxi, je Oui, pense. tout à fait. Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Nous, Ouais, on ouais. fait un peu menhir de Philitose à côté, quand même. Hein. Nous, on est les anciens, on trace la route. On va Ils leur, nous on suivent va leur derrière. laisser les clés. un de Et ces bientôt, quatre ils matins. passeront devant, oui. On va leur laisser les clés. On va donc faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone. Et puis, juste après, les pronostics de Rémi. Et juste après, nous retrouvons donc l'horoscope de ce 24 décembre. Moi, je dis en janvier. Oui, moi. oui. Je dis en janvier. Bonne année, Auguste. Ça va vite. Hein. Allez, c'est parti. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 8, Cobra Killer Car. Passons à la troisième course où le 12, Manaslu devrait l'emporter. Et on terminera par la 8e où le 5, Katinka Somoli ne devrait pas sortir des trois premiers. Bon jeu à tous. Les béliers, vous allez faire preuve d'une grande concentration et de beaucoup d'efforts pour fixer de nouveaux objectifs qui, je vous le souhaite, vous conviendront pleinement. Les taureaux, même si le changement peut faire peur, n'ayez crainte. L'insécurité que vous ressentez ne sera que momentanée, la vie vous réserve de belles surprises. Les gémeaux, grand besoin de vous retrouver seul, de vous éloigner des causes de stress, quel que soit le contexte de ce stress. Aujourd'hui, vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous, avec vous-même, et peut-être même d'avoir une réflexion face à vos idées. Les cancers, vous allez avoir envie à ce que les choses bougent, à ce qu'il y ait du mouvement, du changement dans votre vie. En tout cas, sachez bien que tout partira de vous et vous, vous êtes peut-être bien décidé à partager et surtout à avancer. Les lions, vous allez peut-être vous sentir assez restreint par rapport à certaines émotions qui peuvent vous causer de la peine, de la tristesse, voire même un sentiment de culpabilité. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous appréciez grandement. Restez droit dans vos basques, soyez tout de même dans l'action, ne laissez pas cette situation stagner et surtout n'allez pas vous laisser freiner par ces émotions. Les vierges, vous allez devoir aujourd'hui vous affirmer face à certaines émotions assez déstabilisantes ou certaines situations qui peuvent être une très grande cause de stress pour vous. Faites face à tout cela et surtout mettez vos limites personnelles pour vous sentir le mieux possible. Les balances, vous allez être aujourd'hui très observateur sans forcément être beaucoup dans la communication. Vous allez plutôt réunir toutes les informations dont vous avez besoin. Les scorpions, vous allez réfléchir et essayer de maintenir un équilibre par rapport à un projet que vous mettez en place et qui grandit petit à petit. Les sagittaires, en faisant les choses étape par étape, vous allez réussir à avoir une belle abondance de beaux résultats ou à être vraiment satisfait de tout ce que vous avez pu fournir au niveau professionnel. Les capricornes, vous allez garder vos idées pour vous à l'heure actuelle. Vous n'allez pas forcément parler de vos prises de décision, de vos choix ou de vos changements de direction. Vous allez pour l'instant observer les choses, y réfléchir, tant que vous ne serez peut-être pas sûr à 100% de ce que vous allez faire. Les Verseaux, ici on vous dit que vous allez certainement vous sentir bien, guilleret et surtout quand même pas mal heureux. Vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir peut-être très plein d'énergie. Voilà, vous allez avoir vraiment les batteries rechargées, vous pourrez du coup peut-être être beaucoup plus rayonnant que d'habitude. Et enfin les poissons, on vous dit ici de foncer, d'aller droit devant. Vous avez certainement quelque chose qui se présente à vous et qui doit faire partie de votre vie. Je vous fais une petite vidéo, juste question de vous dire de passer de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, un bon repas, profitez des personnes qui sont chères, profitez de l'instant et régalez-vous bien. À très vite et à l'année prochaine. Voilà donc pour l'horoscope. J'espère que votre signe zodiacal était bon pour ce 24 décembre. Christophe Di Caro au programme pour poursuivre.
On va mettre un petit truc. Ah, on va mettre un petit carré blanc. Je vais mettre un petit truc là, comme ça. C'est interdit au moins de 16 ans. Hein. Ouais. 18 hein. Même plus bas. Maintenant, les jeunes, ils sont initiés très tôt. Bon, alors, Christophe Dicaro. À la sexualité. Voilà, qui va nous parler donc de sexualité. Donc, voilà, tout simplement. Donc, sur Radio Corse Internationale et Télépaèse. C'est à vous, Christophe. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce troisième volet de la chronique intitulée « L'aventure sexuelle » sur Télépaèse et RCI. Alors, nous avons passé en revue trois stades différents, enfin 2 stades de l'Antiquité, de l'époque, on va dire le Moyen-Âge à l'époque moderne, à nos jours. Et aujourd'hui, on peut voir que depuis 1945, l'histoire sexuelle de la France en particulier, de l'Occident en général, mais de la France en particulier, a été relativement contrainte et contrariée. Pourquoi ? Parce que déjà de 45, on va dire jusqu'à la Révolution de 68, il y a eu, mai 68 bien entendu, il y a eu une sexualité qui était plutôt engoncée dans les idéaux catholiques, les idéaux religieux, qui ont fait que le divorce était interdit, que les femmes n'avaient pas forcément de droit, n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, par exemple, dans un couple, au sein d'un couple et d'un foyer marital, pas de compte en banque, les femmes ne pouvaient pas avorter, ce n'était pas encore autorisé, et il n'y avait pas de pilule, il faudra attendre les années, aux alentours des années 70 pour que d'une part, avec la loi Neuwirth, la pilule contraceptive soit autorisée, et puis plus tard, dans les années 70, grâce à la loi Veil, l'avortement va être autorisé. Parce qu'il faut savoir qu'avant cela, dans ces relations sexuelles que pouvaient avoir les Français à l'époque, s'il y avait une faute, une dame qui tombait enceinte, je dirais de manière non conventionnelle, on se faisait avorter par des moyens souvent artisanaux lorsque les médecins n'étaient pas complices. C'était avec des aiguilles à tricoter ou des choses un petit peu compliquées et très douloureuses et surtout très très dangereuses pour la santé des dames. Alors ensuite, il faut savoir autre chose au sujet de l'évolution des mœurs sexuelles en France, que l'homosexualité, par exemple, a été un délit jusque dans les années 81-82. Ce sera avec Badinter où finalement on va valider une loi qui stipule que les relations homosexuelles ne sont plus des relations contre nature. C'est en 1969 que cette même homosexualité va être considérée comme le fléau de la nation, un fléau social, notamment par le général de Gaulle, et jusqu'en 1993 considérée par l'OMS comme une maladie mentale. Alors, nous sommes ici dans une évolution qui est totalement occidentale, puisqu'elle va avec l'évolution économique, l'évolution technique, etc. Ça ne sera pas la même chose en Chine, vous vous en doutez bien. Et aujourd'hui, par exemple, on assiste à une floraison de différentes possibilités sexuelles. Alors, et par ces différentes possibilités sexuelles, on le voit avec les révolutions, pardonnez-moi, je cherche mes notes, on le voit avec, par exemple, la multiplicité ou la multiplication des genres aujourd'hui, à tel point qu'on a peut-être même du mal à savoir. Alors effectivement, ce qui n'est plus contre nature, c'est la relation amoureuse entre 2 êtres. On voit avec la loi Taubira, le mariage homosexuel qui est autorisé, les relations où le divorce est favorisé. On le voit avec notamment aujourd'hui, puisqu'à l'époque, la garde était absolument liée à la mère, la garde de l'enfant. Aujourd'hui, on va avoir une garde alternée, une semaine toi, une semaine moi. Donc, il y a une certaine légèreté qui s'installe, et légèreté qui va peut-être un petit peu donner naissance à autre chose. Par exemple, lorsqu'on va parler de genre, aujourd'hui on va
On ne va plus être homme-femme, on ne va plus être homosexuel, bisexuel, on va être par exemple genre fluide, ce qui est une personne dont l'identité de genre varie avec le temps, les circonstances. Donc l'identité de genre, c'est je me sens homme aujourd'hui et je me sens femme demain. A priori, bien sûr, il y en a qui doivent sans doute le vivre ou l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais l'idée est à peu près celle-ci. Lorsqu'on va être, par exemple, demi-genre, le demi-genre est une personne qui se sent partiellement rattachée à un genre, par exemple, demi-femme ou demi-homme. Donc, dans cette histoire, on va avoir ensuite des orientations sexuelles. Alors, si à l'époque, on parlait, à l'époque récente, d'hétérosexuels, de homosexuels ou de bisexuels, on aime les deux sexes. Aujourd'hui, eh bien, on a aussi des pansexuels qui évoquent, je dirais, qui sont attirés en fait par une personne indépendamment de son genre ou de son sexe. Le pansexuel, on a l'asexuel qui, lui, autrement dit, on peut prendre le synonyme d'asexuel, on va dire frigide, enfin, selon mon propre point de vue, qui est quelqu'un qui n'est attiré par rien du tout. Le demisexuel, qui est une attirance sexuelle qui apparaît seulement après un lien émotionnel fort, c'est-à-dire qu'il faut peut-être tomber amoureux. À l'époque, on appelait ça être romantique pour avoir une relation sexuelle. Mais aujourd'hui, c'est un demisexuel. Le queer, ou la queer, je ne sais pas comment on dit, l'orientation sexuelle non normative ou non étiquetée, bon, etc. Et on en a beaucoup. Hein. Le sapiosexuel, c'est celui ou celle qui est attiré par quelqu'un qui est extrêmement intelligent et qui fascine par sa parole ou autre chose. L'omnisexuel, etc., etc. Bon. Autrement dit, mes chers amis, vous avez compris que l'évolution sexuelle, si elle a été liée uniquement au plaisir, et souvent au plaisir, sous couvert de chapeau social dans les années précédentes, dans les époques précédentes, aujourd'hui, c'est également une revendication politique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va coller à cette identité sexuelle une image, une marque woke, une marque LGBTQ+, une marque, c'est-à-dire que je ne suis pas simplement queer, je suis aussi LGBTQ+, j'ai un drapeau qui me représente, je suis une nation à moi tout seul. Est-ce qu'il n'y a pas ici un problème finalement, un problème d'ordre politique lorsqu'on instrumentalise la personne et son orientation à des fins politiques globales? C'est un petit peu comme protéger la nature. Est-ce que nous sommes obligés de voter écolo pour protéger la nature? C'est la question qui reste en suspens. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute attentive de cette chronique relative à l'aventure sexuelle et c'est la fin de ce 3e volet. Je vous dis, quant à moi, rendez-vous à l'année prochaine avec de nouvelles chroniques sur TV Paez et RCI. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Voilà, merci Christophe. Je ne sais pas si on va pas le faire enfermer un tout petit peu pour... Sans tourner, il restera quelques petites places pour lui. Pauvre Christophe. Non, on le récupère en janvier. On le récupère en janvier, il nous parlera d'autre chose, j'en suis sûr, Christophe. Bon, allez Christophe, on va lui souhaiter de passer de très bonnes fêtes. J'ai vu la Mère Noël tout à l'heure dans les studios. Ouais, tu as vu? Hein? Pas mal, hein? Ah, il est mignon, le Père Noël. Pas mal, Emmanuel. Hein? Ah. Emmanuel qui va nous parler de Noël, avec les chants de Noël, et surtout de Tino Ross. Eh oui. Vous voulez pas chanter avec moi? Oh non. Non, bon, laissez tomber. On a Noël au balcon, pour l'instant. Il vaut mieux qu'on reste là. Emmanuel Marigny, pour poursuivre sur Radio Corse International. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Notes enchantées consacré à Noël. Alors, qui dit Noël dit magie, joie, partage, fête en famille, mais aussi chansons. À l'approche de Noël, c'est Mariah Carey qui se hisse dans le top des titres les plus écoutés avec son tube All I Want for Christmas Is You. Sorti en 1994, ce titre permet à Mariah Carey de devenir en 2020 la première artiste à être en tête du palmarès américain sur 4 décennies différentes. Rien que sur Spotify, la chanson a été écoutée près de 1,6 milliard de fois. Mais avant Mariah Carey,
La star de Noël, c'était et continue d'être un chanteur corse, un Ajaxien. Je veux parler bien sûr de Tino Rossi et son Petit Papa Noël. Cette chanson a toute une histoire qui remonte aux années 40. Avant de devenir la chanson Bon enfant que l'on connaît, Petit Papa Noël avait des paroles bien plus graves. Lors de sa création, la Seconde Guerre mondiale fait rage et la France est occupée par les Allemands. Sur un texte d'Émile Audifred et une musique d'Henri Martinet, cette première version évoque la prière d'un enfant qui demande au Père Noël le retour de son papa, prisonnier de guerre en Allemagne. Elle est interprétée la toute première fois à l'Odéon de Marseille, en 1944, par Xavier Lemercier. C'est en 1946 que Tino Rossi, alors en pleine ascension, décide de reprendre cette chanson. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu Aidé par le parolier Raymond Vinci, il propose une nouvelle version de Petit Papa Noël où toutes les allusions à la Seconde Guerre mondiale sont effacées. Le succès est immédiat. Tino Rossi, présenté depuis ses débuts comme le roi des chanteurs de charme, devient avec Petit Papa Noël une véritable star et il connaîtra un triomphe populaire sans précédent au music-hall. Petit Papa Noël vaut à Tino Rossi d'être le premier chanteur français à obtenir un disque d'or. Tino Rossi deviendra un symbole de la Corse au même titre que Napoléon et au niveau international, une figure incontournable de la chanson française consacrée par les triomphes qu'il connaît lors de ses tournées à l'étranger, en particulier aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Petit Papa Noël représente le single le plus vendu en France de tous les temps, avec presque 6 millions d'exemplaires écoulés et plus de 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Cette chanson a été reprise par de nombreux artistes comme Claude François, Céline Dion, Dalida ou encore Roberto Alagna ou les Chœurs de l'Armée Rouge. Tino Rossi interprète Petit Papa Noël en mélangeant le bel canto de l'opéra italien avec la diction parfaite de l'opéra français et les nuances subtiles que l'on trouve dans le jazz, notamment le style des crooners américains comme Frank Sinatra ou Dean Martin qui l'ont influencé. Ainsi, tout en gardant son attachement à la musique corse, Tino Rossi incarne un idéal de modernité par les caractéristiques de son chant et aussi par les supports qu'il utilise, radio, cinéma, télé, ce qui était novateur pour l'époque. Plus de 40 ans après la mort de Tino Rossi, le titre continue de ressortir tous les ans à Noël. En 2023, Constantin et Jean-Baptiste Rossi, ses petits-fils, sortent une version avec orchestre symphonique. Et en 2024, on peut même écouter une version rock de Petit Papa Noël avec l'artiste Romain Huguetto. Noël, ce n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Bon effet, je te dis Nadal et à tutti. Aujourd'hui, deux invités. Deux invités que nous avons. On va faire de la littérature et puis après nous allons faire de la musique. Voilà. Donc on va commencer par... Ange-Mathieu Mézardi, qui vient de sortir un livre. Voilà, mais c'est peut-être très polémique d'ailleurs ce livre, on va le voir. C'est bonne idée cadeau ça, tiens. Ah oui, oui, oui. On pourrait l'offrir au nouveau ministre insulaire. Oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi pas. C'est parti pour donc la partie littérature et invité. Nous allons parler littérature aujourd'hui avec Ange-Mathieu Mézadri, qui est notre invité à l'occasion de la sortie de son livre « Pourquoi je ne suis pas républicain » dans la collection polémique de la maison d'édition Animagors.
Ange Mathieu, bonjour. Alors, Bonjour. on va rappeler un peu votre cursus. Vous êtes médecin, c'est ça? Oui, je suis médecin, notamment pour l'instant j'exerce à Paris, et puis écrivain. Vous êtes spécialisé en médecine du travail et en insertion professionnelle, c'est ça? Oui, c'était ma spécialité dans la spécialité. J'étais chargé de cours à la faculté de médecine dans ce domaine-là, et puis j'étais aussi hospitalier, mais dans un service de médecine interne. Et donc, vous êtes aussi écrivain. Comment vous êtes venu à l'écriture? Eh bien, je suis né là-dedans, mais quand j'ai pris des orientations personnelles, justement, je voulais faire des études de lettres, et puis ma famille m'a laissé choisir entre une école d'ingénieur et la médecine. Entre deux catastrophes, j'ai choisi la moindre, et je suis devenu médecin. Puis nous sommes nombreux à être médecins dans la famille. Par exemple, mon frère, Dominique Mezzadri, est ici praticien hospitalier à l'hôpital de Bastia. D'autres, voilà, nous sommes plusieurs membres de la famille à être médecins. Alors, vous êtes écrivain, donc, et vous venez de publier donc, chez Animagours un livre dans la collection Polémique. Et donc, on comprend le titre. Pourquoi je ne suis pas républicain? Vous tirez à boulet rouge sur la République française. Alors, oui, parce que il y a toujours quelque chose qui m'a agacé dans l'idée de République. D'abord, là, c'est peut-être en tant que Corse que je réagis. J'en ai un peu assez que des gens nous prennent un peu de haut en nous disant « vous n'êtes pas républicain, vous n'êtes pas républicain ». Mais si je connais bien l'histoire de notre pays et de notre peuple, nous avons été une république avant la France. 1755 pour nous. Par exemple, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis et j'ai découvert le comté de Paoli à côté de Philadelphie. Et là, c'était un comté qui n'a pas été fondé par des immigrés corses. C'était les insurgés américains qui ont porté crédit à la Révolution corse en dédiant ce comté à Pasquale Paoli. C'était avant. C'était avant que la France nous annexe. Et puis, il y a quelque chose qui m'énerve dans le mot République. C'est un mot qui ne veut strictement rien dire. Oui, République, comme nous l'étions, nous, la République de Paoli, je comprends très très bien. En plus, du côté de ma mère, je descends des fameux Jean-Jacques Ambrosi de Castinet, de Cola Cadette, ou Sodi Gastinet, di Méridion. Donc, l'histoire de notre pays, c'est un peu l'histoire de ma propre famille. Mais quand j'entends République, franchement, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot ? Tout le monde l'emploie dans les débats politiques, des débats qui ne veulent rien dire. Mais est-ce que le mot République, par exemple, alors je vais descendre d'un degré en citant des gens, je n'aime pas citer les gens, mais c'est pour me faire comprendre. Est-ce que le mot République chez M. Mélenchon, ça a le même sens que chez M. Macron, que chez M. Wauquiez, que chez Mme Le Pen, chez Mme Artaud? Non, c'est un mot qui ne veut rien dire. Tout le monde l'emploie, mais il y a... galvaudé. Oh, plus que galvaudé. Alors, c'est pas que moi qui le dis. Par exemple, dans les citations, je n'ai pas cité 50 000 personnes parce que c'était un petit livre, mais par exemple, Chantal Delsol, qui est une philosophe, a fait un livre sur la République parlant du fait que on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de République. Un conseiller d'État qui s'appelle Raphaël Hadas-Lebel, que j'aime beaucoup parce que lui rappelle le rôle de la Révolution corse. Il le dit aussi, le concept de République, on ne sait même pas de quoi on parle. Donc je ne sais pas de quoi je parle. Et puis quand j'entends alors cette stupidité à tous les débats politiques, vive la République, vive la France. Mais non, vive la France si tu es français. Voilà, vive la République, vive la Corse. Non, vive la Corse. La République n'est qu'un habillage, c'est qu'un habillage politique. L'important, c'est la nation. Alors, à la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et justement, dans votre livre, vous dénoncez certaines inégalités déjà. Ben oui, parce que c'est un peu le truc classique. Vous savez, les gamins ont une phrase extraordinaire que j'aime bien citer. C'est celui qui le dit qu'il l'est. C'est plus tu parles de liberté, d'égalité, de fraternité, moins il y en a. Donc, ce sont des mots qui sont jetés à la cantonade. Et puis surtout, il faut revenir à quelque chose qui, pour moi, me paraît capital. Je l'ai développé là sous la forme d'un texte un peu polémique, mais on peut le retrouver sous la forme romanesque dans mon dernier livre, Le Fils de la Nation. C'est qu'en fait, la Révolution française, il faut savoir par qui elle a été faite. Elle a été faite par des bourgeois envieux, qui ne rêvait que de supplanter une certaine noblesse un peu décadente, mais surtout qui avait un
une peur viscérale du peuple. Et donc oui, liberté, égalité, fraternité pour eux, les bourgeois, en mal de revanche sociale sur la noblesse, mais surtout pas d'égalité pour les autres. À la fraternité, justement, c'était autrefois, comme vous dites, la pierre angulaire de la République. Aujourd'hui, c'est un slogan creux. Oh oui, je rêvais quand je dirigeais la collection Mad Max aux éditions de Max Milo de faire le triptyque républicain grâce à mon ami Paul-François Paoli, que vous connaissez tous, hein, qui est un écrivain, journaliste. On avait fait l'imposture de l'égalité. Je voulais faire l'imposture aussi de la fraternité et l'imposture de la liberté. Pourquoi ? Parce que c'est un slogan creux. Quand on regarde, il n'y a pas d'épaisseur. Oui, c'est un mot valise, comme aujourd'hui. Certains mots dans le domaine publicitaire, c'est durable, éco-responsable. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce qu'il y a comme sous-bassement à une telle pensée ? C'est un mot valise qui est jeté comme ça à la cantonade et qui ne veut strictement rien dire. Alors on parle beaucoup aussi, et d'ailleurs vous en parlez justement dans votre livre, de la laïcité. Oui, parce que la laïcité, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça c'est encore une invention française, ça. Dans le reste du monde, je vais le dire en langue de notre pays, ça sera moins insultant. Tout le monde au ciné-foot. Donc, Chénime qui gabiche, tout le monde au ciné-foot. Ça veut dire quoi, laïcité ? Ils ont pris un mot qui est un mot religieux, d'ailleurs. Les laïcs, c'était dans les congrégations religieuses, notamment dans les monastères, les personnes qui étaient au service du monastère, mais qui n'étaient pas ordonnées prêtres. Déjà, le mot un peu particulier, c'est un mot religieux. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'est la neutralité du pouvoir politique par rapport aux croyances des individus, il n'y a rien à en dire de ça. Mais aujourd'hui, quel est le contenu exact de la laïcité ? On met en avant la laïcité pour être souvent de faire du prosélytisme anti-religieux, et puis un prosélytisme anti-religieux sélectif. Ah, ça, on peut taper sur les catholiques. Hein. Mais par contre, pourquoi on ne tape pas sur les musulmans ou sur les juifs ? Deux choses l'une. Ou les religions sont toutes stupides. C'est une aberration de l'esprit parce que le ciel est vide et il n'y a pas de Dieu. Ben, toutes les religions sont stupides. La mienne, le catholicisme et toutes les autres. Oui, mais tu comprends. Je vais vous la faire un peu. Ah oui, mais tu comprends. Mais si on commence à critiquer le judaïsme, on va penser qu'on est antisémite. Ah bon ? Ah, mais puis si on critique l'islam, on va penser qu'on est raciste. Ah bon ? L'islam, c'est une race, une ethnie. Ce n'est qu'une religion. On peut être pour, on peut être contre. Vous voyez, c'est... Vraiment, la laïcité, elle est très sélective et elle est complètement dénaturée. Je vais vous donner un exemple. Dans un mois, si Dieu me prête vie, moi je suis croyant, donc j'assume, si Dieu me prête vie, je serai en Thaïlande. En Thaïlande, c'est un pays qui est à écrasante majorité bouddhiste, mais là-bas, il y a une minorité chrétienne et une plus faible minorité musulmane. Tous les groupes religieux sont protégés et vous faites ce que vous voulez. Par contre, vous n'avez pas le droit d'attaquer un culte. Donc, par exemple, dans les lieux de culte, vous avez le drapeau de la royauté et le drapeau du roi et le drapeau de la Thaïlande. Finalement, eux, ils ne parlent pas de laïcité, mais dans le fond, ils appliquent. Oui. Ils appliquent la liberté de conscience. Voilà, ils laissent les gens choisir. Si en Thaïlande, vous êtes bouddhiste et vous avez envie d'être chrétien ou musulman, ou si vous êtes musulman, vous en avez marre, vous voulez vous retourner au bouddhisme, personne ne vous embête. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux ? La laïcité à la française que personne ne comprend rien, personne n'y comprend rien, et d'ailleurs, personne ne l'imite. Mais j'ai compris, là je vais vous faire comme je faisais mes cours à la faculté de médecine, c'est que le niveau d'intelligence des Français est tel que personne n'ose se mesurer ou essayer de les imiter parce que la bêtise éclaterait, vous voyez. Est-ce que c'est le système de laïcité française ou est-ce que c'est le système thaïlandais ? En Thaïlande, finalement, il n'y a aucune persécution religieuse, les groupes religieux vivent en parfaite harmonie. Et c'est même touchant, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, après les vœux du roi, il y a les vœux de tous les groupes religieux. Alors évidemment, ce sont d'abord les bouddhistes,
parce que ce sont les plus nombreux. Après, ce sont les chrétiens, parce que le deuxième mot, et ainsi de suite. Et tout le monde est traité à égalité. Et dans la devise de l'armée thaïlandaise, c'est protéger le pays, le peuple, le roi et les religions. Donc, qui sont les plus laïques au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire liberté totale de conscience et neutralité de l'État? Peut-être plus les Thaïlandais que les Français. Alors vous pointez beaucoup de choses dans ce livre, notamment la centralisation excessive également du pouvoir. À travers ce livre, qu'est-ce que vous voulez prouver? C'est plus qu'un message, c'est une constatation? C'est plus une constatation. Et puis d'essayer de faire... Vous voulez faire ouvrir un peu les yeux aux gens? Ça serait bien. Parce que de mettre en avant le mot république, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce que c'est un habillage politique? Alors, l'habillage, ce n'est qu'un habillage. Ce qui est important, c'est la personne qui porte l'habit. Donc, l'important, c'est si on parle de la France, c'est la nation française. Si nous parlions de la Corse, ça serait la nation corse. C'est ça qui est une nation française. Et là, c'est la confusion des genres. Et comme j'essaie de le développer un tout petit peu dans ce texte, il y a confusion dans la tête de beaucoup entre la nation, l'État, la République. Mais ce sont trois concepts complètement différents. Moi, ce qui me semble le plus important, c'est quand même la nation. Le reste vient après. Mais il y a une grande difficulté aussi en France, et ceci explique peut-être cela. Les autres peuples européens, en gros, pour faire très simple, ce sont des peuples qui étaient des nations et qui un jour se sont donné un État. Par exemple, c'est le cas de nos frères italiens qui à côté, ou des Allemands, ou mieux encore, je n'établis pas de hiérarchie, mais par exemple les Polonais, qui avaient carrément disparu politiquement pendant 2 siècles, et puis qui se sont redevenus une nation. La France, ce n'est pas pareil. C'est l'État, notamment un État monarchique, qui a créé la nation telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc là, tout est faussé en France. Alors pourquoi je ne suis pas républicain? C'est un livre donc de Ange-Mathieu Mezzadri, publié donc dans la collection Polémique de la maison d'édition Animagor. Ça, merci beaucoup d'être venu à notre micro. Et puis on vous invite à vous procurer ce livre. On poursuit avec une charmante chanteuse. Oui, qu'on a découvert. Insulaire. Qu'on avait découvert cet été d'ailleurs à Porto Latino. Oui, elle a déjà fait quelques belles scènes aussi. Donc on va la retrouver, c'est notre invitée. Elle est originaire du Cap Corse, de Pino. Pino, c'est un beau village. C'est un beau village. Je ne sais pas si des fois vous baladez dans le Cap, n'hésitez pas à faire un petit arrêt du côté de Pino. Il y a de beaux petits villages par là, en bordure de mer, c'est extraordinaire. Voilà, donc, et puis la sortie d'un petit album. Un petit album, oui. Ça fait partie des petites idées cadeaux que vous pouvez mettre au pied de sapin pour ce soir. Notre invité, donc, côté musique, toujours sur Radio Corse International, sur Télépaïse. Nous allons parler musique aujourd'hui avec notre invité, Orlan, qui est auteur, compositeur et interprète. Orlan, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre studio. Alors, on va parler, vous êtes auteur, compositrice, interprète, donc on va parler un petit peu de vous, puisque vous faites l'actualité, vous êtes chez nous en Corse pendant quelques temps, puisque vous vivez sur Paris. Alors, vous êtes originaire de Bastia, justement, enfin du Cap. Je suis originaire du Cap. J'ai passé la moitié de mon temps entre Bastia, les hivers, et tous mes étés à Pino et à Ers. Pino, c'est la cité des Orsatelli, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ensuite, vous avez fait votre cursus scolaire ici à Bastia, en Corse, ouais. Et ensuite vous êtes parti à Paris pour des études de musicologie, c'est ça? Je suis partie à Nice en premier, j'avais fait une licence à Nice de musicologie, et ensuite je suis partie en master à Paris où je faisais de la critique radio un moment, et ensuite j'ai fait de la production de théâtre et de musique. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer dans ce monde de la musique? Je sais pas vraiment ce qui m'a donné envie, je sais juste que c'était absolument nécessaire et que très très vite quand j'étais enfant je chantais, je jouais de la musique, j'en écoutais beaucoup et je pense que j'ai eu une maman qui m'a fait écouter beaucoup de choses aussi. Vous avez appris sur quel instrument la musique? J'ai fait un peu de piano, ensuite j'ai appris de la guitare. Alors donc vous avez commencé un petit peu dans ce métier-là, vous avez tout d'abord fait des duos, c'est ça? Oui, j'étais dans un duo qui s'appelle Baronne avec Marjorie Agnel, qui c'était un duo folk, un peu pop folk.
On a fait des jolies choses, on a fait les premières parties de la rue Quétanou, à Paris, il y a un joli petit chemin. Et puis à un moment, moi, j'avais besoin d'être seul. Ouais, j'avais besoin d'être seul et d'exprimer différemment les choses. Alors, quelles sont un peu vos influences? Quel est votre style de musique déjà? Tellement compliqué comme question. Mon style de musique, moi, de cette EP là qui est sortie. Oui, ou en général, ce qui vous intéresse. Général, ce qui m'intéresse. Après, on parlera de l'EP qui vient de sortir, oui. Moi, pour moi, j'aime tout, en fait. J'adore la pop, j'adore le rock, j'adore le jazz. Je suis moins rap. Moi, c'est peut-être le style qui manque moins. En revanche, j'adore beaucoup de styles de musique très différents. Et surtout, j'écoutais beaucoup d'anglais. Et ça fait à peu près 7-8 ans que j'écoute beaucoup de français. Donc, j'ai découvert ça. Et j'ai beaucoup apprécié. Justement, quand vous écrivez en français ou en anglais? J'écris dans les deux langues. Dans les deux langues? J'ai commencé à écrire en anglais plutôt. Je pense que par pudeur, je préférais écrire en anglais qu'en français. C'était plus lisible. Et puis finalement, je me suis mis au français. Alors, qu'est-ce qui vous inspire justement dans vos chansons, pour écrire vos chansons? Je suis assez commune sur ça. C'est des chansons d'amour, bien sûr. C'est des chansons d'amour, c'est des chansons de chagrin d'amour, surtout. D'accord, chagrin d'amour. Vous avez fait d'ailleurs un LP qui s'appelle Nostalgie heureuse. Absolument, oui. Ça, c'était parmi les premières productions? Alors, Nostalgie heureuse, c'est mon EP actuel. C'est le premier. Et c'est une chanson que j'ai sortie il y a quelques mois maintenant, qui porte le nom de cette EP. Donc Nostalgie heureuse, c'est un petit peu, oui, absolument, c'est un recueil de chagrins d'amour qu'on va magnifier pour les dépasser. Alors, il y a 6 titres, c'est ça, dans cette EP? Il y en a 7. Il y en a 7, j'en ai oublié, hein. Il y a un bonus, mais c'est pour ça. Ah voilà, c'est pour ça. Il y en a 6 normalement, mais il y a un bonus, donc c'est 7. Et donc, c'est des titres un peu pop, folk, jazz, c'est ça? Alors, finalement, non. C'est surtout très pop électro. D'accord. C'est entre de la pop, de la chanson française. Il y a beaucoup d'influences diverses dedans. Vous me posiez la question avant des artistes qui m'intéressaient ou qui m'influençaient. Ils sont vraiment multiples. Mais je pense qu'on peut sentir peut-être du Voyou, du Jeanne Dead, du Feist, du Portiched. Et quand vous composez, vous écrivez, comment ça se passe? Vous écrivez la musique, le texte, vous partez de quoi? Alors, je fais partie des gens qui font plutôt les deux en même temps. D'accord. Pour moi, c'est que je vais commencer à avoir un air en tête et je vais sûrement mettre des accords en dessous, ou je vais commencer à jouer quelques accords et poser des mots. Voilà. Alors, on vous a vu à Bastia en 2024, puis vous étiez à Porto Latino, c'est ça? Alors, j'ai fait le tremplin Cascolta, ça c'était très très chouette, absolument. Ça, c'était une jolie finale. C'est Yelena qui avait gagné ce tremplin-là. Et ensuite, j'ai fait la première partie de Célassou au Herbalonga Festival. Herbalonga, ça aussi, c'est un bon souvenir. Ça, c'est génial. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et puis surtout, c'était une artiste que j'écoutais beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé il y a quelques années. On arrive justement à avoir des contacts. Vous étiez en première partie, vous avez pu un peu discuter, échanger. Oui, j'ai pu un petit peu discuter avec elle à la fin de ma prestation, à la fin de la sienne aussi, parce que je pense qu'elle était très concentrée pour son show. Et ouais, j'ai un petit peu discuté avec elle, très sympathique, très ouverte. Et pour moi, c'était très agréable. Alors, 2024, ça a été une belle année, puisque vous avez eu ces 2 prestations sur la région bastiaise, et vous avez été élue révélation féminine des Cascolta Music Awards. Ouais, ça c'était très très chouette, c'était très imprévu. Et je savais que j'étais nominée, donc les directeurs de Cascolta m'avaient appelé pour ça. Et ouais, une très belle surprise et très bel accueil, et puis jolie cérémonie. Je les félicite d'avoir organisé ça. C'était riche culturellement, je trouve. Vous arrivez un peu à vous déplacer un petit peu. Vous êtes sur Paris, mais vous produisez un petit peu... En Corse. En Corse. Vous produisez qu'en Corse? Alors, je me produis absolument entre les deux. D'accord, Moi, oui. je fais à peu près 6 mois. Donc, l'été, je suis beaucoup en Corse, où je tourne avec ce projet, avec d'autres. Et sur le continent aussi, je tourne pas mal à Paris. Et puis vous avez signé aussi une BO, une bande originale, c'est ça? Oui. Qui a été sélectionnée au Festival de cinéma de la ville de Québec. Oui. Donc on vous connaît déjà de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, je sais pas vraiment, mais oui, ça a été sélectionné, donc ça c'est très cool. Moi, je suis très contente de ça, j'adore le Canada. Je suppose que composer pour un film, c'est différent de faire une chanson. Comment on fait? On regarde le film? Comment on fait? Alors moi, j'avais jamais fait ça. Oui, justement. Mais ça m'a toujours passionnée. Et d'ailleurs, dans les influences, il y a beaucoup de cinéma. Pour moi, la musique de film, c'est
c'est assez porteur comme sentiment. C'est très fédérateur, une musique de film. Et pour composer ce genre de musique-là, moi, j'ai vu effectivement le film sans musique, sans rien. Et puis, je partais surtout sur le principe du thème. Donc, j'ai regardé le film. Pour moi, il en est sorti une sorte de couleur. Et j'adore les films dans lesquels on retient un petit thème, une musique qui va être vraiment... qui va qualifier le film, finalement. Ça personnalise. Et j'ai voulu faire ça pour celui-ci. Bon, ce court-métrage s'appelle Une nuit d'été. Comment s'est fait la rencontre avec le metteur en scène? Comment vous avez été choisi, entre guillemets? Alors là, c'est un peu drôle. Alors, le metteur en scène, le réalisateur, qui s'appelle Gray Orsatelli. Ah, d'accord. C'est mon frère. Ouais. C'est mon frère. En revanche, de manière assez paradoxale... Vous êtes dans le milieu artistique tous les deux, en fait. Oui, mon frère est comédien, réalisateur. Et on n'avait jamais travaillé ensemble, vraiment. Enfin, si, on a travaillé ensemble sur mon projet, mais pas sur le sien. Et finalement, je n'ai pas été vraiment choisie comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai dit que je voulais travailler sur ce film-là. Et lui, c'était son premier jet. Et il m'a, en fait, finalement mis en compétition avec d'autres compositeurs. Pas de favoritisme. Pas de favoritisme, parce que ce qui était légitime, je comprenais. Bien sûr. C'était pour justement bien choisir et ne pas choisir par le cœur, mais aussi par le côté vraiment très, très pro. Donc, il m'a mis un petit peu en compétition avec d'autres. Ça vous a boosté un peu? Je sais pas si ça m'a boosté, mais du moins, il me l'a pas dit à ce moment-là. Enfin, il m'a dit qu'il n'était pas sûr. Il l'a fait écouter à plein de gens, et puis les gens ont choisi entre les deux thèmes, et donc j'ai gagné, donc tant mieux. Ça vous a un petit peu donné l'envie de poursuivre dans cette voie de la bande originale de film? Oui, complètement. J'ai adoré faire ça. Et je trouve que d'illustrer de la musique à l'image, c'est assez fou. C'est très personnel, mais ça peut tellement influencer les images. Et là, vous travaillez au piano? J'ai travaillé au piano, j'ai travaillé surtout en MAO. Il y a beaucoup d'effets, oui, je travaille avec des synthés, mais pour leur donner des sons distordus sous-marins. Alors, votre actualité, c'est donc ce LP, Nostalgie heureuse. Quand est-ce qu'on va vous voir sur scène pour ce LP? Alors, peut-être que vous allez me voir sur scène mi-janvier. Je vais peut-être faire un petit showcase à la FNAC de Bastia. À la FNAC, ah oui, bien. Pour cette EP-là. Et en dehors de ça, à Paris, bientôt. Et cet été encore. Il y a d'autres projets, sinon, bon, il y a la promotion, bien sûr, du LP, mais il y a d'autres projets déjà derrière? Là, je suis en promotion de cet album-là. Et en parallèle, surtout, je suis en train de construire le second. Donc là, je suis vraiment en grande période de création. Je travaille avec des personnes différentes, mais je suis surtout en grand travail de composition et d'écriture. Et puis de développement, d'arrangement. La partie que j'aime beaucoup. Alors là, merci beaucoup. On rappelle donc votre LP Nostalgie heureuse. On va d'ailleurs le découvrir à l'écran. Et puis on vous souhaite de belles fêtes. Merci également. Et beaucoup de belles choses encore pour 2025. Merci. Merci Orlane. Merci. Long des lassitudes de nos pas ambrés, des plus tendres adieux, des douleurs argentées, je m'accroche à ton nom, à ta peau sacrée. Au-dessus de tes lèvres, même la lune rougit, un océan de rêves aux douceurs impolies. Tu transformes mon nom en plaintes abolies. Un soubresaut d'envie, un lendemain aigri. J'ai vu ma demi-heure filer à contre-cœur. Silencieuse, elle s'ennuie, à demi-mot, elle fuit. J'ai des morceaux de vous accrochés à mon cou. Cœur en fier, folle, recoin, jaloux, la douleur en étole, sombre si près de vous. Cette passion frivole, serrée autour du cou. Je ne peux plus t'entendre si mes yeux débordent, tes pupilles étincelantes jouent et me désaccordent. Des émotions en grains cousues autour de nous. Un
soubresaut d'envie, un lendemain aigri, j'ai vu ma demi-heure filer à contre-cœur. Silencieuse, elle s'ennuie, à demi-mot, elle fuit. J'ai des morceaux de vous accrochés à mon cou. J'ai des morceaux de vous accrochés à mon cou. J'ai des morceaux, j'ai des morceaux, ah j'ai des morceaux, j'ai des morceaux, j'ai des morceaux. J'ai des morceaux, j'ai des morceaux, j'ai des morceaux, ah j'ai des morceaux, j'ai des morceaux, j'ai des morceaux. Voilà, mon cher Philippe. Alors, il a atterri. J'ai entendu un fracas sur le toit. Il a dû se louper un tout petit peu, à mon avis, pour l'atterrissage. Bah, c'est dur hein, pour lui quand même. Hein. Il n'est pas tout jeune. Hein. Journée chargée en plus. Et puis, il n'est pas tout jeune. Hein. Voilà, on va finir avec Ubabo Nadal donc, pour ce 24 décembre. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un bon Noël, tout un simplement, bon Noël, comme à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous voudriez avoir sur le pied de sapin vous? Oh, rien. À nos âges, on a tout. Vous avez déjà un beau pull, c'est déjà bien. Exactement, le beau pull. Je voudrais le même pour l'année prochaine. Bien, hein? André. Bon, on va vous souhaiter de passer donc un bon réveillon de Noël. Et puis, bien sûr, on va se prendre quelques petits jours de congé, nous aussi. Oui. Hein, on sera de retour en janvier. Le lundi 6. Lundi 6 janvier, voilà, pour recommencer donc une belle année 2025. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter de plus à nos auditeurs? Une belle fin d'année. Bonne fin d'année, hein, voilà. Bon Kaboudan, hein, puisqu'on va se retrouver seulement le 6 janvier. Magna de Mikajo pour Stazer, hein. Hein, voilà, mangez pas trop ce soir. Hein. Vous allez en garder aussi pour le 25. Hein. On vous embrasse très fort. Tenez forte et passez un bon Natale. Salut à tutti, bonjour à tous. Je suis content de vous voir avant le dernier jour que pour passer par les cadeaux à tous les enfants de la terre, à toutes les idées et dadars. Voyez avec moi, il y a toujours des petits-enfants qui viennent me voir. C'est toujours un plaisir de les avoir avec moi. Alors, je vous souhaite un bon Noël et surtout la joie en famille. C'est vraiment le rêve de Noël, de porter la joie en famille. Et c'est pour ça que je vous dis de tout cœur, bon Nadal à tutti. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va soufflant, sifflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an, et bonne année grand-mère. Ah, merci mon ami. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.